Paris, le 21 janvier 1793, l'exécution de Louis XVI met fin à la monarchie. Cependant, les idées de la République ne sont pas partagées par tous les Français. En Bretagne, Normandie et en Vendée, les révoltes éclatent. Le soulèvement des populations au sud de la Loire, à partir du mois de mars 1793, prit le nom de Vendée militaire, désignant désormais cette partie du territoire qui échappait au contrôle de Paris, identifiée comme une menace mortelle par la Convention. La guerre de Vendée menaça réellement la Révolution, s'élargissant rapidement à la Bretagne et à la Normandie. Le soulèvement vendéen rejoignit le mouvement chouan présent au nord de la Loire. Les deux mouvements alimentèrent une guerre qui mobilisa les armées républicaines pendant plusieurs années. La Vendée remporte des succès qui s'expliquent par la surprise et l'impréparation des forces républicaines. L'armée catholique et royale, qui commence à s'organiser, se trouve des chefs dans la petite noblesse. Henri de la Roche-Jacquelin et François Athanase Charette de la Contrie, à leur côté, figurent des chefs d'extraction populaire, tels que Catelino et Stofflet. Ces chefs sont divisés sur les orientations stratégiques à suivre et se disputent le commandement d'une armée mal équipée, empêchent toute victoire décisive sur des armées républicaines sans cesse renouvelées. L'armée catholique et royale est encombrée dans ses déplacements par la présence de dizaines de milliers de femmes et d'enfants, dont beaucoup périront dans les combats. Les chefs vendéens tombent les uns après les autres, sans pouvoir être remplacés. Catelino est tué à Nantes le 29 juin 1793. La Roche-Jacquelin tombe le 28 janvier. Stofflet est fusillé à Angers le 25 février 1796. Quant à Charette, capturé non loin de Saint-Sulpice de Verdon, au lieu-dit la Chaboterie. Il est fusillé à Nantes le 29 mars
1796. Son exécution met fin à la Vendée militaire. La bataille de Trafalgar est à situer dans le contexte de la troisième coalition européenne. Âme de toutes les alliances tournées contre la France révolutionnaire et impériale, l'Angleterre demeure la puissance la plus déterminée à vouloir défaire Napoléon Ier. Protégée par sa position géographique insulaire, elle finance inlassablement ses alliés européens, afin que ces derniers reconstituent leurs forces au lendemain des différents traités qui, depuis 1797, installent la puissance française au cœur de l'Europe. C'est pour mettre un terme aux agissements hostiles de l'Angleterre et sur fond de guerre économique entre les deux puissances que l'empereur se prépare à une invasion des îles britanniques. Alors que le traité d'Amiens est remis en cause, Napoléon concentre dès 1803 à Boulogne ce qui sera bientôt la Grande Armée. Une flotte de débarquement s'organise, mais se pose rapidement la question de sa protection lors de la traversée de la Manche. En d'autres termes, la neutralisation de la Royal Navy devient un préalable à tout débarquement. Le problème résidait dans le fait que la flotte de guerre française était dispersée dans différents ports, Brest, Rochefort, Toulon, surveillés chacun par une escadre anglaise. Rassembler cette flotte et l'amener dans la Manche, où elle effectuerait sa jonction avec les forces de débarquement, était l'objectif de Napoléon. D'un point de vue opérationnel, cette manœuvre était ambitieuse. Elle supposait de tromper la surveillance des Anglais, de sortir de la Méditerranée via Gibraltar pour l'escadre de Toulon, de rejoindre les Antilles, où les forces navales françaises se concentreraient tout en attirant la Royal Navy avant de revenir dans la Manche. C'était une vaste manœuvre transocéanique de plusieurs mois qu'il fallait opérer. Durant le printemps et l'été 1805, c'était une véritable partie de cache-cache et de course-poursuite que se livrent les flottes franco-espagnoles et britanniques. Parvenant à tromper l'escadre anglaise de Méditerranée, commandée par le redoutable Horatio Nelson, l'amiral français de Villeneuve parvient à atteindre les Antilles. Il va alors s'enfermer dans la rade de Cadix, plus au sud. Le 21 octobre 1805, la grande bataille est inévitable, car les deux flottes se rencontrent au sud-est du cap de Trafalgar, non loin du détroit de Gibraltar.
Débutant en milieu de matinée, la confrontation s'acheva en milieu d'après-midi. La manœuvre audacieuse de l'amiral britannique créa un effet de surnombre au point de rencontre avec la ligne franco-espagnole disloquée. Les bâtiments de l'amiral de Villeneuve furent submergés un à un et mis hors de combat, non sans une résistance acharnée. Le navire amiral de Nelson, le HMS Victory, manqua lui-même d'être capturé et ne fut sauvé que par l'intervention du reste de la colonne anglaise. Le HMS Téméraire en tête. C'est celui qui détruisit le Redoutable. C'est lors d'un échange de tirs entre les fusiliers du Victory et du Redoutable que Lord Nelson fut mortellement touché. Déjà considéré comme un héros de son vivant, celui-ci expira en fin d'après-midi sans avoir pu mesurer l'ampleur de sa victoire. Mis hors de combat, le Bucentaure, navire amiral français, fut capturé avec le vice-amiral de Villeneuve à son bord. La Royal Navy n'avait perdu aucun bâtiment. Et pour 446 marins tués au cours du combat, 3243 marins français et espagnols avaient péri. Hormis son retentissement, la victoire de Nelson à Trafalgar eut d'immenses conséquences, dont certaines furent décisives. En détruisant la seule flotte de guerre dangereuse pour elle, la bataille sauvait l'Angleterre d'une invasion française. La marine napoléonienne était cependant déjà largement désorganisée par la Révolution. La bataille de Trafalgar consacra surtout l'hégémonie navale britannique jusqu'à la Première Guerre mondiale. Ce faisant, cette hégémonie conforta une puissance coloniale et économique dont le monde d'aujourd'hui garde encore les traces. En privant Napoléon de moyens d'action sur les mers et océans du globe, la victoire anglaise oriente sur le long terme la stratégie française vers une logique continentale, ce qui devait, au-delà du Premier Empire, rester une tendance lourde au détriment du développement d'une grande culture maritime.
waouh, 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 waouh. Oui, je crois que c'est fini là. Ouais. Merci aux figurants ici présents devant vous. On applaudit toute la troupe de la figuration, messieurs, dames. Toute l'équipe des chœurs qui a réalisé le redoutable, ainsi que la Vendée et l'Angleterre. Merci les Anglais, merci les Français, merci les Républicains. Merci les artificiers. Merci Fabien, merci Kevin pour le jeu de lumière et les effets lumineux, merci. Grand merci à l'équipe décor. Ils ont passé 3/4 d'une année pour réaliser les bateaux. Merci à vous public. Un tonnerre d'applaudissements publics.